sommes à Vannes, en Bretagne, où nous avons pu rencontrer maître Fabrice Bonnard, qui après 17 ans de silence dans l'ombre, nous a accordé un entretien exclusif et exceptionnel. Bonsoir. Bonsoir. On t'a vu le 31 août 2019 sur la place des Nations à Genève. Et tu avais alors brandi ta robe d'avocat. Tu as promis que tu allais la remettre pour les Gilets jaunes. Et depuis, il s'est passé beaucoup de choses. Ah oui. En une année et un petit peu, il s'est passé énormément de choses. Alors peut-être est-ce qu'on peut juste rappeler qui tu es, Fabrice Bonnard? Oui, alors je suis un avocat qui a prêté serment en 1989 au barreau de Paris, la promotion du bicentenaire de la Révolution française en 1989. Donc j'ai intégré le barreau de Paris en 1990. Après un exercice plutôt civil, j'ai réalisé mon rêve qui était de faire du droit criminel, et j'ai donc intégré le cabinet du pénaliste Jean-Louis Pelletier, qui était un des avocats français qui avait obtenu, en tout cas beaucoup milité pour l'abolition de la peine de mort. Et avec maître Kiechman, avec maître Badinter, maître Thierry Lévy, maître Henri Leclerc, président de la Ligue des droits de l'homme. Et donc j'ai eu la chance, dès 1992-93, de fréquenter des grands avocats qui m'ont appris l'humilité. Et puis ensuite, après avoir été avocat de la GMF, protection juridique, je suis devenu l'avocat de la Direction générale des douanes et des droits indirects français. Et puis ensuite, la vie m'a conduit et l'amour m'ont conduit en Savoie. Et puis j'ai exercé à Albertville jusqu'à ce que, un beau jour, je tombe sur un document que je n'aurais pas dû avoir sous les yeux. Et ce document a changé forcément ma vie. Ce sont les risques du métier. Un avocat peut être amené à découvrir un document qu'il ne devrait pas voir. Et à ce moment-là, c'est la question. C'est la question, est-ce que je ferme les yeux ou est-ce que j'ouvre la bouche? Alors j'ai choisi de respecter ma prestation de serment. En France, la prestation de l'avocat, c'est d'exercer la profession d'avocat avec dignité, conscience, indépendance et humanité. Et c'est donc ce que j'ai fait, et ce que je ferai jusqu'à mon dernier souffle pour cette cause noble, juste et qui constitue une affaire d'État, qui est le statut juridique de la Savoie. Voilà. Et donc, depuis 17 ans, j'ai été contraint de me marginaliser pour éviter de tomber sous les foudres des conseils de l'ordre, qui sont, comme vous le savez, en France, chargés de veiller au bon fonctionnement des professions dites réglementées, les médecins, les architectes, les vétérinaires, les avocats. C'est une création juridique qui remonte à l'occupation allemande, mais ça perdure aujourd'hui. Et donc, disons que les ordres veillent à ce que les têtes ne dépassent pas trop. Et étant très bien conscient de ce que je faisais, je suis quelque part un avocat lanceur d'alerte. Et sachant que le statut de lanceur d'alerte n'existe pas encore en France. Hein. Et donc, quelqu'un qui souhaite respecter son serment, coûte que coûte, parce que la cause lui apparaît noble, juste et digne d'intérêt, à ce moment-là, prend quelques risques. Je les ai assumés, je ne regrette pas.
J'ai au cours d'une audience répondu à un avocat général qui me disait de me taire et que j'étais hors sujet, que ce n'était pas le rôle d'un avocat que de se taire, mais au contraire de porter la parole d'autrui, advocatus, celui qui parle à la place d'eux. Et donc j'ai refusé de me taire et de m'asseoir, et en revanche j'ai enlevé théâtralement et spectaculairement un à un les nombreux boutons d'une robe d'avocat français. Je l'ai posé sur la table et j'ai dit que je la remettrais lorsqu'on consentirait à me fournir les réponses à des questions qui me paraissaient fondamentales. Est-ce que la Savoie est toujours bien française? Est-ce que le traité d'annexion de Turin du 24 mars 1860 est toujours en vigueur? Est-ce que la France y exerce en toute transparence et en toute légalité son pouvoir d'administration de ce territoire et de ce peuple qui a été réuni à la France donc, au milieu du XIXe siècle, à l'époque de Napoléon III, c'est-à-dire de l'expansion coloniale française. Et on dit que Charles de Gaulle aurait dit je décoloniserai le Gabon, mais pas la Savoie, parce que la Savoie, elle est blanche, elle est chrétienne et elle parle français. Bon. Une espèce d'ostracisme à l'envers, en tout cas, et pour être précis, la France a été condamnée à la demande d'ailleurs de la Confédération helvétique par la plus haute juridiction du monde, qui est la Cour permanente internationale de justice, qui est maintenant devenue la Cour internationale de justice, parce que cette cour qui était permanente au sein de la SDN est devenue un organe juridictionnel principal de l'ONU, qui est la principale organisation internationale, c'est pas la seule, mais c'est la principale, avec les 193 États qui en font partie. Et cette organisation internationale a maintenant donc un tribunal qui s'occupe de régler les problèmes entre États. Le rythme de travail est assez incomparable avec une juridiction normale, puisque dans une juridiction normale, il y a plusieurs affaires par semaine, alors que dans cette haute cour internationale qui siège à La Haye, sur un siècle, il y a une moyenne d'environ 2 affaires par an. Actuellement, le monde est un peu en ébullition, donc on est peut-être à 3 ou 4, mais il n'y en a pas beaucoup. Et en 1932, donc sous l'égide de la Cour permanente internationale de justice, mais lorsque l'ONU a été créée en 1945, elle a repris la jurisprudence et le mode de fonctionnement et le lieu d'exercice de la CPIJ pour devenir la CIJ. Et donc cet arrêt de 1932, à la demande de la Confédération helvétique, a condamné la France. De quoi s'agissait-il? C'est ce qu'on appelle l'affaire dite des zones franches de Savoie ou de Haute-Savoie, 7 juin 1932. De quoi s'agissait-il? C'était l'installation de guérites de douaniers entre Genève et la Savoie, qui, selon la Confédération helvétique, violait le traité de Paris du 20 novembre 1815, par lequel le premier empire français a été démantelé et s'est retrouvé dans ses frontières de 1792, puisque le premier empire s'était étendu en Espagne, en Italie, un peu partout. Et donc la Confédération helvétique a considéré qu'au terme de ce traité de 1815, qui est important pour la Suisse, puisque c'est à cette époque qu'on reconnaît, on est à l'époque du Congrès de Vienne et de ce traité précis, et c'est ce traité qui reconnaît au niveau
mondiale de l'époque, hein, l'Europe c'était le monde à l'époque, reconnaît la neutralité suisse, qui était sinon autoproclamée, auto-respectée, bilatéralement reconnue, mais au niveau global, et ce qui a valu d'ailleurs le statut particulier de la Suisse au sein de l'ONU, qui est une organisation militaire, contrairement à la SDN, puisque le Conseil de sécurité, c'est l'organe qui déclenche l'intervention armée des casques bleus, hein, donc un statut particulier de la Suisse, mais tout ça concerne la Cour internationale de justice, et il m'est apparu qu'au terme de cet arrêt, c'est un arrêt, je dois le préciser d'un point de vue technique, c'est un arrêt dit de règlement. C'est-à-dire c'est un arrêt qui dit le droit. Ce n'est pas de la jurisprudence susceptible de revirement comme peut changer d'avis la Cour de cassation. C'est plutôt quelque chose qui ressemble un peu comme à la Cour suprême des États-Unis, hein, quand la Cour internationale de justice rend un arrêt de règlement, comme son nom l'indique, il fixe le droit. Et comment a-t-il fixé le droit? Eh bien, c'est une décision qui fait une centaine de pages. Hein. Mais d'un point de vue mnémotechnique, c'est assez facile de se concentrer sur la partie intéressante de cette décision. En ligne, hein, sur Google, en tapant Cour internationale de justice, Savoie 1932, on le trouve en première ligne. Et dans les pages 73, 74 et 75, alors pour les Français ça parle, pour les Suisses je vais expliquer, 73, 74 sont les numéros des deux départements de Savoie et de Haute-Savoie, et quant au 75 c'est Paris. Voilà. Donc les pages 73, 74 et 75 sont intéressantes à lire, ça prend 5 minutes. On dit que la France a le droit d'exercer sa gouvernance sur la Savoie, à condition de respecter strictement ses engagements internationaux antérieurs à l'annexion de 1860, et notamment, dit expressément, je crois que c'est la page 14, et notamment le traité de Paris du 20 novembre 1815. Alors ne croyez pas que je suis érudit et précis au point de me souvenir de toutes les dates, etc. J'ai un procédé mémotechnique très simple, c'est que le 20 novembre, c'est ma date anniversaire. et donc pour ma présentation, ça s'achèvera en disant que voilà, j'ai un arrêt de règlement qui condamne les douanes françaises à respecter les engagements d'un traité signé à Paris. Je constate qu'il y a un problème, que peut-être nous n'avons pas respecté un autre traité signé à Paris, qui est le traité de paix de la Deuxième Guerre mondiale, celui du 10 février 1947. Je pose la question à la cour d'appel de Chambéry, et on me dit de me taire, et je ne me tais pas, et j'enlève ma robe. Voilà, et c'est comme ça que... on ne va pas rentrer dans les détails, en tout cas, je me mets un peu en marge de cette profession réglementée française et refuse de me soumettre et de me taire. Si la France exerce légalement son autorité sur le territoire de la Savoie, pas de problème. Pour moi, aucun problème. Mais si ce n'est pas le cas, alors je ne me tairai pas. Ça, c'est certain. Et quand on sait que le canton de Genève a été créé grâce à ce traité du 20 novembre 1815 par la cession d'une vingtaine, je crois 22 très précisément, communes de Savoie qui ont été transférées à la Confédération helvétique. Bon, forcément, on n'a pas à mettre des droits, des perceptions sur les marchandises qui transitent dans une zone qui d'ailleurs a été franchisée. Il y a une zone franche. La neutralité de la Suisse couvre la Savoie, avec une zone neutralisée qui normalement oblige l'armée suisse de rentrer sur le territoire de la Savoie pour permettre aux populations de bénéficier de la neutralité. Et toutes ces opérations ne seront pas respectées pendant la Première Guerre mondiale. Et plusieurs dizaines de milliers
de Savoyards seront embauchés, enfin enrôlés sous l'uniforme français et mourront, obligeant d'ailleurs la Suisse, bien qu'elle soit un État dont la neutralité n'est pas remise en question, à signer une annexe du traité de Versailles, ce qui est assez paradoxal et assez curieux finalement, qu'un État neutre soit obligé de signer une annexe d'un traité de paix mettant fin à la Première Guerre mondiale. Mais enfin, pour le traité de paix de la Deuxième Guerre mondiale, du 10 février 1947, la France devait enregistrer, notifier d'abord aux Italiens et la remise en vigueur du traité d'annexion, parce que au moment de l'intrusion de l'armée allemande et de l'armistice du 10 juin, du cessez-le-feu du 10 juin 1940, suivi des armistices du 22 juin et du 24 juin 1940 avec les Italiens, eh bien, il y a des zones franches, enfin, il y a des zones occupées, des zones libres, des zones militarisées avec Dunkerque, restitution à l'Allemagne de l'Alsace et de la Lorraine, et puis la 5e zone, qui est la zone de Savoie, qui va être transférée à partir du 24 juin 1940 aux Italiens. Donc tout ça, ce sont des petits détails, mais qui ont leur importance. La question, c'est la France souhaite-t-elle respecter les traités internationaux dont elle est signataire, dépositaire et enregistreuse à l'ONU depuis 1945, puisque le traité de 1947 est postérieur à l'ONU. Cette question-là, un tribunal, en tout cas la Cour d'appel de Chambéry, qui est bien mal placé pour ne pas se souvenir des droits spécifiques de la Savoie, puisque Chambéry est la capitale historique de cet État qui, pendant plusieurs siècles, avait une armée, avait des frontières bien déterminées et des règles de droit qui étaient différentes de la France. Donc c'est un État et un peuple millénaire. Il est quand même assez paradoxal que la Cour d'appel de Chambéry demande à un avocat français de la Direction générale des douanes de se taire et de ne pas poser de questions délicates, alors que mon rôle même de défense des intérêts fondamentaux de la France et des douanes me conduisent à tirer la sonnette d'alarme si on fait quelque chose qui est contraire aux intérêts fondamentaux de la France. Je ne pense pas que c'est lutter contre la France que d'exiger que la France respecte ses engagements, qu'elle s'honore et qu'elle ne rentre pas dans un processus qui, à terme, risque de lui être reproché à juste raison. La France est assez aimée. Sa créativité juridique au niveau des droits de l'homme et du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes a fait l'admiration de toute la planète. Mais il ne s'agit pas que le cordonnier soit le plus mal chaussé et que la France s'illustre. Or, hélas, c'est un petit peu ce qui se fait depuis quelques dizaines d'années. À terme, je pense que la France est aimée, mais l'amour, ça peut vite se transformer en haine quand l'amour est déçu. Et je ne voudrais pas que mon pays soit haï par d'autres pays et que le peuple français soit assimilé à des gens qui, par ignorance, par oubli ou par mépris, c'est-à-dire le préambule de 1789 et la naissance de la France et de la déclaration des droits de l'homme et des citoyens, ça commence comme ça, le préambule, considérant que l'ignorance, l'oubli et le mépris sont les seules causes des grands malheurs publics et de la corruption des gouvernements. Voilà, on a le triptyque de tous les problèmes qu'on voit s'aggraver depuis ma dernière intervention à Genève, où je vous rappelle que pourquoi j'étais sorti un peu du bois, tout simplement parce que des gilets jaunes... Voilà, ouais, c'était un peu la question. Donc, pendant 17 ans, tu as posé ta robe, finalement. Oui.
Mais quand j'ai vu... tu es un lanceur d'alerte, mais qui est parti dans l'ombre, finalement. Oui, on entend aussi que tu as une formation en droit international. Hein. Oui, on voit quand même que c'est pas juste du droit français ou du droit courant, c'est vraiment les relations entre les États. Et ce qui t'a touché beaucoup, c'est ces gilets jaunes. Là, il y a eu quelque chose qui s'est passé. Ce qui m'a fait sortir de mes gonds et brandir ma robe sans la remettre. Alors, le scoop de ce soir, c'est que j'annonce qu'effectivement, j'ai envoyé le 20 novembre 2020. Le 20 novembre, pour ton anniversaire. Voilà, pour mon anniversaire, j'ai envoyé une demande officielle de réinscription. J'ai demandé au barreau d'Albertville. Albertville. De pouvoir remettre ta robe. De me fournir la liste des documents qu'ils souhaitent que je leur fournisse et qui sont à leur disposition. Encore faut-il qu'ils me disent... c'est eux qui m'ont demandé de faire une lettre préalable et de leur demander quels documents ils exigeaient. Donc elle est partie le 20 novembre 2020 de Paris. Donc là, Fabrice Bonnard va revenir dans la lumière. Voilà. Et je l'ai affranchi avec un timbre qui m'est tombé dans les mains par le plus grand des hasards, qui était l'effigie du comte de Monte Cristo. D'accord. Ouais. Et donc Albertville, c'est en Savoie? Alors, Albertville est en Savoie. Et donc, je m'apprête, comme je l'avais annoncé fin août à Genève. Fin août 2019, donc. Hein. Fin 2019. Il y avait 1000 gilets jaunes qui étaient venus de toute la France sur la place des Nations à Genève. Et là, tu avais fait donc ce discours. Et oui, j'avais dit que je trouvais inadmissible que l'on crève les yeux des gens qui les avaient ouverts. Je rappelle qu'à l'époque, les Gilets jaunes réclamaient notamment que ne soient pas démantelés les services des hôpitaux publics et que soient mieux traités les personnels médicaux. Et j'avais pris d'ailleurs un soin tout particulier de m'insurger sur le fait que les strict médics, c'est-à-dire les infirmières et les médecins qui faisaient leur travail médical, de venir en aide aux blessés des manifestants, qu'ils soient d'ailleurs policiers ou manifestants, hein, et que certains de ceux-là fassent l'objet de tirs de LBD 40 sur les strict médics. Bon, j'avais publiquement dit que c'était inadmissible, d'autant que cette arme était une arme considérée au niveau de la réglementation internationale comme une arme de guerre d'une catégorie correspondant à un diamètre de plus de 40 mm, et que, au regard des conventions de Genève et des protocoles additionnels, le fait de tirer avec une arme de guerre sur un civil désarmé me semblait non seulement non conforme au droit international, mais surtout non conforme à la doctrine de l'armée française, que je connais bien, pour des raisons qu'on peut aborder dans une autre vidéo. Mais en tout cas, l'armée française est caractérisée par le fait que les soldats ont le devoir de désobéir à un ordre manifestement illégal. Et il me semblait que de faire des ordres de tir sur des personnes qui n'étaient pas armées, de les éborgner en droit français, c'est criminel. Hein. Si vous crevez l'œil de quelqu'un, vous n'êtes pas jugé par un tribunal correctionnel. Vous êtes... c'est tellement handicapant pour quelqu'un de perdre la profondeur. J'ai notamment un cas d'un jeune homme qui était chauffeur international et qui, évidemment, en ayant perdu un œil, a perdu son travail, a perdu sa vie d'avant. Il se trouve que d'ailleurs cette personne était un fils de policier, hein, donc on ne peut pas le... Il m'a raconté que voyant des gens ensanglantés qui lui disaient que c'était les policiers qui avaient fait ça, il ne l'a pas cru, qu'il s'est porté vers les policiers et qu'il s'est rendu compte qu'il y avait des violences policières. Alors à l'époque, on ne parlait pas de violences policières, mais depuis quelques semaines, en France...
C'est ça, c'est une actualité qui Ah, a beaucoup évolué. Ah Hein. bah c'est tout à Oui. fait... c'est tout à fait Aujourd'hui, mais ce 31 août 2019, je sais que tu t'es vraiment levé et tu as dit maintenant je vais défendre le peuple finalement, je vais Ah oui. défendre les citoyens. Voilà. Je trouvais étonnant à l'époque que la... Et d'ailleurs j'avais interpellé le barreau de Paris, où il est le barreau de Paris, sur l'affaire des Gilets jaunes. Bon, je n'avais pas dû me faire que des amis, mais c'est tout l'honneur du barreau de Paris. Moi, le barreau de Paris, j'ai souvenir que certains avocats, certains confrères africains, subissant une dictature et une arrestation arbitraire, et déjà tabassés par la police du pays en question avant d'être embarqués dans la voiture, arrive à crier à son épouse et peut-être sa future veuve, prévient le barreau de Paris. Bon, j'ai une émotion. Moi, j'ai prêté serment au barreau de Paris. Et le barreau de Paris, c'est quelque chose. Bon, j'étais navré que de devoir sortir de ma réserve, en tout cas de ma discrétion, vu la complexité du dossier de la Savoie et les risques que ça comportait. Parce que j'ai vécu quand même plusieurs années avec un gilet pare-balles. Bon, et donc je m'étais publiquement insurgé, non pas parce que je n'aime pas le barreau de Paris, mais c'est parce que justement je l'aime, que je trouvais étonnant qu'il y ait quand même un silence assourdissant des barreaux, et notamment de celui-là, alors que beaucoup des borniers l'ont été dans les rues de Paris. Bon, donc voilà, aujourd'hui les choses ont évolué. Hein, la violence policière est davantage admise. On a même des événements récents qui ont conduit à en faire un sujet d'actualité politique française de premier ordre. Hein. Oui, il y a une loi qui a été votée en France. Oui, ça a correspondu à quelque chose d'assez concordant. En même temps que l'on faisait adopter au Parlement français une loi dite de sécurité globale, alors là je vous le dis tout de suite, je n'ai pas envie d'être globalement sécurisé. Hein, bon. Mais durer la loi, mais c'est la loi, donc j'ai tendance à vouloir respecter la loi. Mais enfin, cette loi de sécurité globale interdisait de filmer des policiers en action. Bon, alors, j'étais quand même assez effaré de cette chose-là, parce qu'il y a un certain nombre de scandales en France qui ont pu être mis en évidence par... il y a eu l'affaire Benalla, notamment. Par des vidéos, l'affaire Benalla, l'affaire Théo, avec un jeune qui prend une matraque dans l'anus pendant une arrestation, les gilets jaunes... donc une loi qui se mettrait à interdire de prendre des images de policiers au motif que ça mettrait en cause le dit policier, mais le policier a le droit d'être violent. Ça ne me pose strictement aucun problème. Mais dans le cadre de la loi, d'une violence proportionnée, légitime, pour répondre à une violence en face qui doit cesser. Donc la violence policière, elle est légitime. C'est lorsqu'elle devient illégitime. C'est du maintien de l'ordre finalement. Oui, et lorsqu'elle devient illégitime et que manifestement on a un individu qui tabasse un gars qui est à terre, menotté. D'ailleurs, le président Emmanuel Macron, cette semaine, qu'a-t-il dit qui a mis en ébullition les policiers, si ce n'est ce que je viens de dire, à savoir qu'il ne faut pas assimiler les violences policières à la police. Il faut assimiler la violence policière aux policiers qui s'adonnent à des violences illégitimes. Donc je ne suis pas
je ne suis peut-être pas un avocat habituel. Alors, il y a ceux qui sont pour les policiers, il y a ceux qui sont pour les manifestants. Moi, je suis un avocat pour tout le monde. Un jour, je défendrai un policier. Demain, je défendrai la victime d'un policier. Et pour moi, l'honneur d'un avocat, c'est de mettre sa science humaine, sa science juridique, au service de la cause qui lui est soumise. Alors, d'ailleurs, l'avocat a le droit de soulever sa clause de conscience. Je ne vois pas pourquoi je soulèverais ma clause de conscience en défendant un policier à qui on fait le reproche d'avoir été trop violent, alors que lui estime l'avoir été correctement, compte tenu de son ressenti au moment où ça s'est produit. Pourquoi est-ce que je refuserais de défendre un policier et pourquoi est-ce que je refuserais de défendre quelqu'un qui estime que le policier n'avait pas à le frapper quand il avait les menottes dans le dos? Bon, ben pour moi, il n'y a pas d'incompatibilité. L'avocat ne choisit pas un camp. L'avocat de la prostituée n'est pas un proxénète, l'avocat du braqueur de banque n'est pas un receleur, l'avocat du policier n'est pas un fasciste, et l'avocat de la victime d'un policier n'est pas obligatoirement écologiste et d'extrême gauche. Bon, donc, pour moi, je ne suis ni de gauche ni de droite, et ce n'est pas parce qu'on claudie tantôt à gauche, tantôt à droite qu'on est dans le droit chemin. Voilà. C'est ça, tu as vraiment une connaissance et je dirais une sorte de passion du droit qui te permet de voir les choses toujours d'un œil un peu différent. Et il y a beaucoup de choses qui se sont passées depuis ce 31 août 2019. Il y a eu notamment ce virus qui est arrivé. Oui. Et puis, finalement, là, tu dis, ce n'est pas une crise sanitaire, c'est une crise politique, voire une crise juridique. Oui. C'est ma pensée. Alors d'abord, sur ma passion du droit, ouais. Rapidement, je ne savais pas ce que c'était que le droit. Quand j'ai commencé mes études, pour moi, le droit, c'était l'inverse du gauche. Le droit, c'était ce qui n'est pas tordu, c'était... Voilà. Mais je n'avais aucune idée de ce que était le droit, réellement. Et quand j'ai découvert qu'en fait c'était les règles, que c'était l'organisation des modes d'emploi, des constitutions, des traités internationaux, j'ai trouvé ça fantastique. Je me suis dit, ah d'accord, il faut se remplir la tête de règles pour savoir où elles se situent exactement et pouvoir jouer avec elles. Œuvrer pour les faire évoluer, les faire changer, éventuellement les combattre. Et j'ai trouvé ça... À la base, tu as une formation militaire, c'est ça? Avant ça, oui, avant le droit. Oui, enfin, en tout cas, oui, j'ai eu des activités militaires, mais j'étais déjà juriste. D'accord. Voilà. Et j'ai notamment le droit de la guerre, la prévôté, c'est-à-dire... le comportement, enfin l'avocature dans les cours martiales, les cours de sûreté militaire, bon, tout ça, c'est le droit de la guerre. Enfin, c'est une branche. Moi, j'ai découvert que le droit, c'était tout. Nous sommes... Il y a des caméras, il y a le droit de l'audiovisuel, il y a des livres, c'est le droit de la presse. Nous sommes dans une maison, c'est le droit de la construction. Tout ça est soumis à des impôts, des taxes, machin, c'est le droit fiscal. En réalité, du droit, il y en a partout. Et j'ai découvert ça. Et puis évidemment, je rêvais de devenir avocat, c'est-à-dire d'utiliser tout ça pour autrui. Et puis voilà, la chance m'a permis de devenir avocat au barreau de Paris, donc promotion du bicentenaire de la Révolution. Je suis né à la Défense. Donc, et là, à Paris, tu as fait une belle carrière quand même. Hein. Oui, en tout cas, je suis né à la Défense, le quartier de la Défense, donc à Courbevoie, dans les Hauts-de-Seine. Je suis né avec le quartier de la Défense. Alors pour un avocat, c'est tout à fait prédestiné. Et en fait, j'ai adoré le droit. Je n'ai jamais refusé
de passer beaucoup de temps à étudier et à comprendre un droit nouveau. Ça m'a permis d'avoir une conception polyédrique, polymorphique du droit. Je vois les différentes ce sont comme des langues étrangères dont j'ai souhaité devenir polyglotte pour pouvoir appréhender un truc en plusieurs dimensions et avec finesse, parce que la loi est mouvante, elle évolue dans le temps, donc l'application de la loi dans le temps, les délais, la procédure, la forme et le fond du droit, l'action, le droit et l'action que permet le droit, hein, les droits et les obligations, cette espèce d'équilibre. Donc j'ai eu une conception comment dire, presque empreinte de la voie de la souplesse. Mon père est professeur de judo. Et donc voilà, j'ai abordé cette chose-là. S'agissant de la Savoie, pour revenir à la Savoie, si je n'avais pas été judoka, je ne me serais pas jeté dans cette cause difficile. Est-ce que, étant plus faible que l'adversaire, on peut gagner? Oui, Jigoro Kano, fondateur du judo, l'a démontré. Hein. Il suffit d'absorber les événements, d'aller chercher dans le dossier adverse les meilleures pièces pour le déséquilibrer et réaliser l'impossible, c'est-à-dire que le faible peut gagner contre le puissant, à condition qu'il maîtrise la technique, le temps, qu'il introduise la procédure ou l'action au bon moment, pas trop tôt, pas trop tard, pas quand le colosse pose le pied, mais quand il va juste le poser, il suffit de mettre une petite balayette pour figurer. C'est un peu David contre Goliath, finalement. Voilà, mais si on est subtil, un juriste qui n'hésite pas à comprendre les différents... parce que le droit public et le droit privé, le droit pénal, le droit civil, le droit international français, le droit international suisse, mais quand même, ça, ce sont des choses différentes. Mais si on commence à s'intéresser à tout ça, qu'on devient polyglotte, à ce moment-là, c'est merveilleux. Et moi, je ne regrette pas ce que j'ai fait, même si je l'ai payé très cher. Mais quand même, tu as dit tout à l'heure que tu étais surpris du barreau de Paris, de sa non-réaction finalement face à cette agression des Gilets jaunes. Et puis, tu as été aussi assez surpris finalement le 23 mars 2020, quand il y a eu ce confinement. Alors ça, c'est quelque chose qui m'a frappé de suite. Pourquoi ça t'a... Alors, donc, à l'époque où j'étais le conseiller d'une administration centrale, et pas n'importe laquelle, l'administration des douanes, c'est quand même le bras armé du Trésor à Bercy. Les portes du ministère des Finances ne sont pas gardées par les gendarmes ou par les policiers, mais par les douaniers. Hein. Et donc... j'ai été tout à fait frappé que moi qui avais connu à l'époque l'honneur de donner, de fournir mon expertise juridique sur tel ou tel point, j'ai été étonné que l'État français gère au niveau juridique la crise sanitaire mondiale qu'est le Covid-19 déclenché par le virus SARS-CoV-2 d'une manière qui, juridiquement, me semblait très dangereuse. C'est ça, tu trouves qu'il y a beaucoup de... Je me suis dit que c'était mal parti. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, plus que jamais, je dis très précisément, je le dis face caméra, il n'y a aucun problème, la crise Covid-19 en France n'est pas une crise sanitaire, c'est une crise juridique, institutionnelle et sociétale. C'est-à-dire C'est-à-dire que le droit français
n'a pas été en mesure de protéger la population. Les institutions françaises de la Ve République n'ont pas été en mesure de conserver les règles. Hioring, le rédacteur de la Constitution autrichienne, disait « la forme, c'est la sœur jumelle de la liberté ». Ça m'avait fait mal à la tête. J'étais en première année de droit. Ben, comment la forme peut-elle être la sœur jumelle de la liberté? J'ai mis des années à comprendre un truc pareil. Mais c'est ça. Alors là, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu? Au niveau formel, si vous voulez, le droit est un instrument. C'est un instrument pour gérer une crise, pour gérer un problème particulier. D'ailleurs, il n'a pas vocation à régler le problème. Ce n'est pas parce que vous mettez en œuvre les plus belles règles de droit pour empêcher et sanctionner efficacement les homicides que des maris jaloux ne tueront pas leur voisin qui fait un tapage nocturne en plus que de batifoler avec son épouse. Bon, donc vous empêcherez jamais des meurtres ou des assassinats de se produire, quand bien même votre système juridique serait-il parfait. D'accord? Bon. Donc il faut distinguer la règle de droit du problème que cette règle de droit est censée permettre de régler ou d'empêcher. Alors pourquoi est-ce que c'est une crise juridique maintenant? Alors c'est une crise juridique parce que si on regarde bien, le pays dit des droits de l'homme, et là c'est Robert Badinter que j'ai eu l'honneur de rencontrer avec Jean-Louis Pelletier, qui dit non, la France n'est pas le pays des droits de l'homme. La France, c'est le pays de la Déclaration des droits de l'homme. Hein? Bon, donc, M. Badinter faisant l'unanimité parmi les juristes français, ancien garde des Sceaux et ô combien un grand juriste, voilà. Il a raison. La France n'est pas le pays des droits de l'homme, c'est le pays de la Déclaration des droits de l'homme. Mais alors par rapport à cette loi la Déclaration des droits de l'homme, c'est un certain nombre de droits reconnus à l'individu, au citoyen. Le droit de se réunir, le droit de s'exprimer, le droit d'aller et venir, le droit de manifester, un certain nombre de droits. Bon. Et ce qu'on appelle les libertés fondamentales sont des garanties permettant aux citoyens d'exercer ces droits individuels. D'accord ? Bon. Alors, force est de constater que depuis le 23 mars, la France a vu disparaître soudainement toutes ces libertés fondamentales, disparaissant comme neige au soleil. Les gens n'avaient plus le droit de se réunir, n'avaient plus le droit de sortir sans être... Est-ce que c'était pas pour protéger la population? Oui, bien sûr que c'était pour protéger la population, mais est-ce que la mise en œuvre des règles de droit et de la Constitution en vigueur du 4 octobre 1958, dite Constitution de la Ve République, ont fonctionné correctement, ont été mises en œuvre correctement de manière à protéger la population contre le risque sanitaire, mais également protéger la population contre la disparition et l'impossible exercice des droits individuels? Ma réponse est évidemment non. Et c'est pour ça que je dis maintenant, nous ne sommes plus en mars 2019, nous sommes en décembre. En mars 2020, oui. Pardon, on n'est pas en mars 2020, on est 23 mars 2020, mais on est le 7 ou 8 décembre 2020. D'accord? Donc, que l'on n'ait pas connu exactement, encore que, ce qu'était cette nouvelle maladie. D'accord, mais ce n'est plus le cas aujourd'hui. Donc on peut rétrospectivement se demander si la mise en œuvre des règles de droit et les choix qui ont été faits de faire jouer les règles de droit d'une certaine manière, déclenchées par certains individus, certains ministères, avec des déclarations médiatiques différentes de ce que moi, en tant que juriste, j'ai vu être mis en œuvre. Oui, en décembre 2020, je peux affirmer, non, le
le Covid-19 n'est pas une crise sanitaire, c'est avant tout une crise juridique, institutionnelle et sociétale. Mais finalement, ce confinement était peut-être nécessaire. Est-ce que oui, bien sûr la forme finalement. Bien sûr qu'il était nécessaire, mais encore fallait-il l'encadrer. Est-ce qu'il y avait dans la Constitution française de 58 en vigueur le moyen de réagir rapidement et de mettre en œuvre des procédures efficaces afin de limiter les morts? Oui, ça existait. Est-ce qu'ils ont été mis en œuvre? Est-ce que ce sont les bonnes qui ont été mises en œuvre? Je réponds non.